Bonjour, ici la pause Poutine. Alors comme nouvelle vidéo sur notre chaîne de veille, nous aborderons aujourd'hui le sujet de la veille sur la technologie des transports. Comme il existe plusieurs types de transports de plusieurs catégories différentes, nous avons ciblé deux grandes catégories de veille en rapport avec la technologie des transports. Il y a le groupe où l'évolution des technologies se fait à long terme et un autre groupe où la technologie change de façon presque hebdomadaire. Nous avons alors les drones, voitures, taxis et autobus. Il y a un autre groupe long où le métro, l'avion et le bateau et l'hélicoptère sont. Par souci de précision, nous avons choisi de nous concentrer sur 4 sous-catégories, le drone, l'automobile, le taxi et les transports en commun. Dans un premier temps, nous parlerons du drone, qui devient l'un des moyens de transport le plus utilisé en ce qui concerne la marchandise. Nous nous intéresserons ensuite à l'automobile, qui est un transport que l'on considère se trouver dans les deux catégories, car certaines technologies de la voiture évoluent rapidement alors que d'autres moins. Ensuite, nous analyserons les taxis comme étant une branche détachée de l'automobile. En effet, le taxi possède un lien important avec la technologie, notamment avec l'application Uber, mais aussi avec son futur prometteur en termes d'énergie renouvelable. Finalement, nous présenterons les transports en commun divisés en deux sous-aspects, l'autobus et le métro. L'objectif de notre chaîne de vulgarisation de veille technologique est de vous aider à faire des choix personnels judicieux grâce aux sujets abordés dans nos vidéos. Le drone s'impose de plus en plus comme étant le nouveau mode de transport ou même de livraison. En effet, fin 2016, la société Amazon lance Amazon Prime Air et effectue sa première livraison par drone en Angleterre. Elle réussit le défi en 30 minutes en livrant un colis de 5 livres à un homme qui n'habitait pas très loin d'un des entrepôts de la région de Cambridge. La particularité de ce drone est qu'il est autonome du décollage à l'atterrissage et de l'aller jusqu'au retour. Il n'a aucun besoin d'être manipulé et est entièrement guidé par un GPS. Cette nouvelle avancée est d'autant plus intéressante du fait que souvent, pour les entreprises, ce sont les coûts de transport qui reviennent le plus cher. Or, avec la livraison par drone, d'énormes économies peuvent être réalisées. Par conséquent, nous croyons que ce marché représente un futur assuré dans le domaine de la livraison. Parallèlement, les drones ne sont pas utilisés seulement à des fins commerciales. Comme nous avons pu le constater à l'ouverture des Jeux olympiques de l'hiver dernier, à Pyeongchang, pas moins de 1218 appareils ont dessiné des symboles, dont celui qui représente des Jeux olympiques, les fameux 5 anneaux. Ainsi, le record qui avait été réalisé par les Allemands l'année précédente a été battu par les Sud-Coréens. Désormais, les drones sont aussi exploités dans le milieu cinématographique. En effet, on apprend dans un article de France Info qu'en 2015, pour la première fois en Europe, un festival consacré aux images aériennes a eu lieu près de Bordeaux. Ainsi, on peut y découvrir 4 films entièrement filmés par drone racontant des histoires allant du documentaire sur le pont du Gard au reportage sur les motocross. C'est un aspect révolutionnaire pour le monde cinématographique, puisque maintenant, les réalisateurs font des économies incroyables sur les plans de vue aériens qui coûtaient des millions de dollars, notamment à cause de la location d'équipements adaptés à enregistrer à partir d'un hélicoptère. Pour les années à venir, il s'agira d'un mode de tournage très demandé par les réalisateurs. Également, le drone peut capturer des moments impossibles à enregistrer autrement. Par exemple, des prises de vue qui demandent une précision et un silence, comme ceux effectués par National Geographic. À côté des utilisations à des fins commerciales, esthétiques ou encore cinématographiques, le drone tient un dernier aspect très intéressant qui de plus pourrait contribuer à sauver la vie de nombreuses personnes habitant dans les campagnes éloignées. Le drone à défibrillateur. Effectivement, dans un article de Science et Avenir, on apprend qu'en Suède, en 2017, un drone a été testé sur sa vitesse et sa capacité d'intervention en cas d'urgence. Dès que le témoin téléphone pour alerter les secours, une alarme se déclenche et la machine est capable de s'envoler dans les 3 secondes suivantes. Suite à cela, il réussit grâce à une vitesse de 75 km/h et un GPS totalement autonome à se rendre sur place en 16 minutes. Ainsi, même si le drone s'avère être le plus rapide, cela ne veut pas dire qu'il est le plus efficace, car même si le sauvetage par drone semble encourageant, faut-il encore que les témoins présents sachent se servir du défibrillateur livré. Si ce n'est pas le cas, des chercheurs ont alors eu l'idée d'installer une caméra et un micro sur la machine afin qu'un médecin puisse communiquer avec la personne aidant le malade. Cette technique aurait alors une limite dans le cas où il ne s'agirait pas d'une attaque cardiaque et que le défibrillateur soit inutile. Alors, l'engin ne pourrait pas improviser comme un expert aurait pu.
Dans ce cas, le choc électrique donné par le défibrillateur pourrait même s'avérer être un danger. Conjointement, un drone s'est avéré être dangereux en 2017 quand il s'est heurté avec un avion rempli de passagers au-dessus de la ville de Québec. Celui-ci volait dans un espace aérien qui lui était interdit car il était beaucoup trop haut et trop près de l'aéroport. Même si personne n'a été blessé, l'accident aurait pu être tragique si jamais le drone avait heurté le cockpit ou encore les moteurs. Ainsi, suite à ce genre d'événement, Transport Canada a décidé de restreindre et de mettre en place des lois beaucoup plus strictes en ce qui concerne ce genre d'objets volants. Nous en concluons que le drone est une technologie qui évolue rapidement et qui possède énormément de potentiel. En revanche, il faut garder en tête les problèmes que peut occasionner le drone en société. Afin que cette technologie évolue dans un environnement sécuritaire, le gouvernement se doit d'être le plus à jour possible en ce qui concerne les lois et les normes de sécurité du drone. L'automobile est le moyen de transport le plus utilisé par la majorité de la société. En effet, il est possible de constater cela lorsqu'on s'attarde sur les modes de transport privilégiés par les Montréalais pour se rendre au travail. D'après la Ville de Montréal, en 2016, les modes de transport choisis pour se rendre au travail sont généralement l'automobile avec 53% et le transport en commun avec 35%. Les technologies entourant l'automobile sont donc très nombreuses. L'innovation qui nous a semblé la plus impressionnante en effectuant notre veille est la création d'une route électrifiée. Le pays qui héberge ce projet est la Suède. C'est présentement en période de test. Le tout fonctionnerait à l'aide d'un rail à conduction. Ses promoteurs décrivent le phénomène comme suit. L'énergie est transférée grâce à un bras amovible situé sous le véhicule qui s'abaisse et qui entre en contact avec le rail situé au milieu de la voie de circulation. Les automobiles complètement électriques pourraient donc emprunter cette voie et s'assurer que l'énergie accumulée soit emmagasinée ou directement utilisée. La batterie du véhicule se recharge lorsque l'automobile roule. Pour l'instant, la route test est longue de 2 km. Elle est nommée E-Road Arlanda. C'est une idée importante lorsqu'on prend en considération que les émissions de CO2 jouent un rôle important dans le changement climatique. Cette innovation permet la promotion de voitures électriques et facilite leur utilisation. Puisque l'électrique est définitivement à envisager lorsque l'on s'attarde à l'industrie automobile, une étude mondiale discute de l'importance de la technologie automobile en général. L'étude menée par JFK consiste à interroger des gens afin de découvrir quelles sont les caractéristiques que ceux-ci estiment les plus importantes. Il est surprenant de constater que plus d'un tiers, soit 36%, des internautes dans 17 pays pensent qu'il est très important de posséder un véhicule équipé des dernières technologies. Une technologie touchant les voitures qui ferait gagner beaucoup de temps aux automobilistes se trouvant en métropole est une application proposée par Ford. L'idée est simple. Trouver une place de parking. La circulation et les conducteurs en bénéficieraient. Ces derniers se verraient être moins stressés et économiser du temps. Ce qui permet à l'application de fonctionner, ce sont des capteurs de stationnement présents sur la plupart des modèles Ford. Le processus va comme suit. Une fois le véhicule en circulation, ces capteurs à ultrasons détectent directement les emplacements libres. L'information serait ensuite géolocalisée et cartographiée en ligne pour afficher directement les places disponibles. Sur une note moins concluante, il est important de mentionner le cas de Tesla. En effet, le constructeur automobile serait celui avec le plus d'accidents à son compte au sein de l'industrie de l'automobile de luxe. Son système autopilote, qui permet aux gens de conduire en main libre sur l'autoroute, serait à la source de plusieurs mésaventures. Le service d'assistance offert aurait donc plus d'effets négatifs que de positifs. Nous en concluons que l'industrie automobile présente de beaux projets qui seront définitivement envisagés par plusieurs compagnies. Maintenant, nous présentons la branche en lien avec l'automobile, le taxi. Ce dernier est un type de transport qui ne date pas d'hier, mais qui se modernise tout de même. En effet, aujourd'hui, le taxi est souvent synonyme d'Uber. Uber est technologique puisque la compagnie est basée sur une application mobile. Cette application a transformé l'industrie du transport et a, du même fait, introduit un nouveau modèle de business à travers le monde. Une extension de Uber a récemment fait son entrée sur le marché, Uber Eats.
Cette application permet la livraison de nourriture à domicile, et ce, provenant d'une panoplie de restaurants qui n'offrent habituellement pas toujours la livraison. On paie à l'avance et le livreur Uber se présente à notre porte avec notre commande faite sur mesure. Uber est imposant dans le marché des transports technologiques et fait donc acquisition d'une compagnie de vélos électriques. Uber prend possession de la compagnie Jump Bike, qui fait offre de services de location de nombreux appareils de transport électrique. Jump et Uber font donc partenariat en ajoutant le service de $2 a ride de Jump sur l'application de Uber. C'est un nouveau mode de transport qui fait donc son entrée dans la technologie. La compagnie Uber est très puissante dans l'industrie du taxi et cherche toujours à aller plus loin. Elle a donc tenté d'introduire une voiture Uber qui se conduit elle-même. Elle a fait l'annonce de cette nouvelle la même semaine où Google a démontré de l'intérêt pour les automobiles autonomes. Le premier lot de voitures self-driving d'Uber comptait 20 Ford Fusion. Sur chacune d'entre elles se trouvaient 20 caméras, 7 lasers, un GPS, ainsi qu'une technologie qui mesure les distances. La période de test venue, Uber teste les voitures dans une fausse ville créée près de Pittsburgh. Lors des premiers mois de test, plusieurs collisions et violations du code de la route se sont produites. Après quelques ajustements technologiques, une de ces voitures a tout de même heurté un piéton en Arizona. Cette personne meurt suite à ses blessures. Le projet est donc suspendu. Pour maintenant délaisser Uber et se concentrer plus sur les taxis normaux, ces derniers pourraient éventuellement tous devenir électriques à Montréal. C'est M. Kwong, cofondateur de eTaxi, qui parle de ce projet. Le but est l'électrification des transports au Québec. Puisque le nombre de bornes de recharge est limité au Québec, il propose de munir les voitures d'un chargeur pour que les chauffeurs puissent recharger leur véhicule à la maison. Ces derniers seraient produits par la compagnie chinoise BYD et seraient adaptés à l'industrie du Québec. Pour ce qui est des projets futurs en ce qui concerne les nouvelles technologies touchant le taxi, la plus étonnante à ce jour serait le taxi volant. Cette idée est très populaire auprès de plusieurs compagnies telles que Airbus, Uber, Boeing et Google. Le prototype en question est produit par Airbus. Il comporte 8 moteurs électriques avec 4 vitesses. La batterie est rechargeable en 60 minutes. Il se surnomme le taxi Vahana. Il est lui aussi muni d'une vision laser. Le principe est que l'utilisateur se sert d'une application sur son téléphone intelligent pour commander le taxi volant qui atterrira sur un héliport le plus proche du client. La technologie fait en sorte que un ordinateur de bord sécurise le plan de vol en analysant les données du trafic aérien avant de transporter les passagers à destination. Malgré qu'il soit hybride de drones, d'hélicoptères et d'automobiles, il est considéré comme un taxi dans la limite où il transporte des passagers aux destinations désirées par ces derniers, et ce, à un certain coût. Airbus explique que Vahana vise à démocratiser le vol personnel et à répondre aux besoins croissants de mobilité urbaine en exploitant les différentes technologies en matière de propulsion électrique, de stockage d'énergie et de vision artificielle. Le tout démontre une innovation importante dans le milieu du taxi. Le dernier axe de cette veille est celui des transports en commun. Pour bien comprendre le phénomène de l'allongement de la ligne bleue et effectuer une veille efficace à ce sujet, il faut d'abord comprendre qu'un métro n'est pas un transport qui évolue rapidement. L'évolution du métro de Montréal est caractérisée par un gros segment de travaux multiples, suivi d'une période de stagnation. Remontons à 1979. C'est le premier ministre René Lévesque qui lance d'abord le projet de l'allongement de la ligne bleue, soit 15 ans après l'ouverture officielle du métro de Montréal. Un prolongement entre Saint-Michel et Anjou était prévu. Avant l'annonce du prolongement de la ligne bleue, la création d'une ligne entre Snowdon et Lachine et d'une ligne qui se rend jusqu'à l'est de la ville avait été annoncée. Ces projets ont été mis de côté et oubliés à jamais. Un autre projet d'allongement de ligne bleue sera présenté au Montréalais en 1988. Encore une fois, il s'agit d'un prolongement de 5 stations, partant de Saint-Michel, allant jusqu'à l'arrondissement d'Anjou. Et même, une nouvelle ligne traverserait Montréal en entier, mais ce projet sera également oublié. Ensuite, en 1998,
Le gouvernement affirme que 5 stations étaient peut-être un peu trop ambitieux et décide alors de ne créer qu'une seule station qui se rendrait jusqu'à P9, un projet qui était estimé à plus de 63 millions de dollars et qui serait terminé pour 2004. C'est en 2000 que le gouvernement confirme finalement qu'il y aura 5 stations sur la ligne bleue, ayant pour terminus les Galeries d'Anjou. Un allongement était prévu partant de la station Longueuil-Université de Sherbrooke, située sur la ligne jaune, traversant le chemin Chambly, pour se rendre finalement jusqu'à Relanterrien. Ce projet, évidemment, sera oublié. En 2008, le gouvernement revient à l'idée qu'une seule station sera créée afin de prolonger la ligne bleue. En 2009, Jean Charest lance une étude sur l'interminable projet de la fameuse ligne bleue. Il annonce que cette fois-ci, ce sera la bonne. En 2016, Justin Trudeau était prêt à donner de l'argent au Québec afin d'aider le projet de la ligne bleue. Plus de 775 millions de dollars injectés sur 3 ans étaient prévus. Le projet se basait sur 2 phases. La première, restaurer l'entièreté de la ligne bleue et les stations déjà aménagées pendant 2 ans. Ensuite, le début des travaux d'allongement débuterait. Mais le projet n'étant pas officiellement déposé, le gouvernement du Canada ne fait qu'attendre pour donner l'argent. Et finalement, pour en venir à 2018, on nous annonce qu'il y aura un prolongement de la ligne bleue jusqu'à Anjou. Selon Philippe Couillard, les Québécois mettront les pieds dans les nouvelles stations de métro en 2026. Effectuer une veille sur le métro prend plusieurs années. Il nous est pratiquement impossible de prévoir ce qui se passera réellement en 2026. Par contre, avec l'annonce du prolongement de la ligne bleue, que se passera-t-il du projet de la ligne rose? Sera-t-il laissé dans un coin, comme le laisse penser l'historique de la ligne bleue? Nous estimons que la ligne rose sera effectivement mise de côté. Il s'agit d'un projet d'une plus grande envergure que celui du prolongement de la ligne bleue. Il passera donc, selon nous, en deuxième sur la liste des priorités des projets de métro montréalais. Malheureusement, on apprend en mars dernier dans le quotidien Le Devoir que la STM n'est pas en difficulté uniquement au niveau du métro, mais également au niveau des autobus. Effectivement, on apprend que l'ensemble du réseau montréalais subit un retard de développement et d'innovation. La cause, un manque de budget auquel le Québec compte bien subvenir en espérant toucher une subvention de la part d'Ottawa qui pourrait être le coup de pouce final pour effectuer de nouveaux projets, notamment par l'électrification de la plupart des autobus de la ville de Montréal. En conclusion, l'un des futurs que nous considérons certains par rapport à la veille sur la technologie des transports est la création de nombreux emplois, et ce, dans plusieurs domaines entourant ces technologies. Les compagnies ouvrent leurs portes à l'énergie renouvelable, à l'intelligence artificielle et à l'électrification des routes et des voitures, ce qui sera bénéfique pour la société et ses membres. Merci de nous suivre et à la prochaine!